Et puis, cela va passer. Un jour, tu verras, on sera heureux ensemble. Et pour toi, la vie sera belle. Cet effort courageux de la maman pour surmonter sa difficulté sera bon pour elle. Et l'enfant enregistrera quelque part dans son subconscient que la vie a des coups durs, certes, mais qu'on peut les surmonter. Il aura déjà été pourvu en période prénatale de cette résilience dont nous parle Boris Cyrulnik, c'est-à-dire cette capacité qu'ont certains êtres à se reconstruire après un choc violent. Eh bien, ces enfants-là, ces résilients, ce sont ceux qui ont pu se construire, dit-il, dans la petite enfance, dans une ambiance d'amour et de confiance et de sécurité. Eh bien, cela est encore plus vrai pendant la période prénatale, car tout ce que le bébé va engrammer va s'intégrer dans sa structure de base. Et si ces émotions sont répétées souvent, cela va constituer le fond de son caractère. On sait bien qu'une mère anxieuse a un enfant anxieux. Au contraire, qu'une mère joyeuse et confiante va avoir un enfant qui sera lui aussi heureux et confiant. Et pendant la période prénatale, quel est le rôle du père dans le domaine affectif? Ah, le rôle du papa est très important là aussi. Oui, nous avons vu tout à l'heure, je crois, qu'il pouvait, par l'autonomie, communiquer avec l'enfant, par le toucher. Nous avons vu qu'il pouvait aussi lui parler. Eh bien, le papa a un rôle important dans le domaine affectif. Qui mieux que lui peut rendre son enfant heureux à travers une mère heureuse et en sécurité? Un proverbe chinois dit que s'il appartient à la mère de porter l'enfant, il appartient au père de porter la mère et l'enfant. Et un adage occidental dit que si le papa ne peut pas porter l'enfant dans son corps, il peut le porter dans son cœur et dans ses pensées. Quelque part dans son psychisme naissant, l'enfant le sentira. Il saura qu'il est aimé, attendu et reconnu par son père. Et c'est bien le rôle social même du père de reconnaître l'enfant. Et les femmes qui ne vont pas marier ou présents, ou pas physiquement ou pas physiquement, qu'est-ce que vous pensez? Alors il arrive en effet que le père ne soit pas là, pour des raisons professionnelles ou d'autres raisons personnelles. Alors il est bon, dans ce cas, que l'entourage de la future maman prenne le relais, oui. Qu'il y ait même un homme avec une voix d'homme, une présence masculine et qui soit proche de la maman pour que le bébé l'intègre. Ce peut être un frère, un père, un oncle, un ami, mais il est bon que le bébé ait aussi une présence masculine déjà dans le sein prénatal pour équilibrer en lui-même les polarités féminines et masculines. En ce qui concerne les pensées, les images fortes que je garde dans mon imagination, je voulais savoir si je peux influencer comme ça bébé. Est-ce qu'il perçoit ces images que je garde dans mon imagination? Oui. Marie-Claire Busnel et son équipe de l'Université Paris 5 ont fait des études qui montrent que le bébé réagit aussi bien aux pensées de sa mère qu'à sa parole. Vous voyez, tout ce dialogue intérieur que la mère entretient avec son enfant sont très importants. Et il semble que les images mentales qu'elle cultive dans son imagination sont des sortes de schémas constructeurs sur lesquels l'enfant va se constituer. Alors, la maman peut donc utiliser son imagination. Elle peut bien sûr regarder toutes les belles images qui sont dans la nature
ou toutes les œuvres d'art Les œuvres d'art, oui. qui la rendent heureuse, hein. Mais elle peut utiliser son imagination, qui est la faculté créatrice de l'être humain, justement pour offrir à son bébé les plus belles images qui soient. C'est un cadeau qu'elle peut lui faire. Alors, toutes ces influences sensorielles, affectives, relationnelles, imaginatives dont on vient de parler, sont extrêmement profondes. Elles pénètrent l'enfant jusqu'à atteindre son capital génétique. Au 4e congrès mondial sur l'éducation prénatale, qui a eu lieu en 2001 à Caracas, ont participé plusieurs chercheurs américains, et parmi eux Bruce Lipton, un généticien qui nous a apporté les résultats des dernières recherches. Il nous dit, je le cite, l'activation des programmes des gènes est contrôlée par l'ambiance du milieu, plus exactement par la perception que l'organisme a de cette ambiance. Les émotions maternelles, telles que la peur ou la colère, ou au contraire l'amour et l'espérance, influencent biochimiquement la sélection et la réécriture du code génétique chez l'enfant in utero, avec des conséquences évolutives très profondes sur les générations futures. Les futurs parents sont de véritables ingénieurs génétiques. Il est urgent qu'ils en soient informés. Fin de citation. Mais je me permettrai d'ajouter qu'ils soient informés bien avant la conception, parce que la conception, c'est le moment clé où tout va se mettre en place chez le nouvel être. Quand l'homme et la femme se rencontrent, quand l'ovule et le spermatozoïde se fusionnent, là se crée le capital génétique de l'enfant. Il est constitué par les gènes spécifiques de l'espèce humaine, par des gènes davantage colorés, peut-on dire, par la lignée du père et de la mère. Il est constitué de gènes qui sont aussi très sensibles à l'ambiance du milieu, donc en ce qui nous concerne, du milieu utérin. Il ne faut pas croire que les gènes sont séparés. Ils sont reliés énergétiquement entre eux. Et ce qui concerne un gène peut aller éveiller d'autres gènes. Je dirais entre parenthèses que c'est une leçon extraordinaire que nous donne la nature. Si dans la société, nous pouvions nous conduire comme les gènes, c'est-à-dire savoir que nous sommes tous reliés entre nous, que le bien que nous faisons à quelqu'un est aussi du bien que nous nous faisons à nous, du mal que nous faisons à quelqu'un, c'est aussi du mal que nous nous faisons à nous, eh bien, le monde irait beaucoup mieux. Alors, pour revenir au capital génétique, donc, toutes ces influences vont énergétiser, vont éveiller certains gènes, beaucoup plus, d'autres beaucoup moins, certains peut-être pas du tout. Donc, voyez comme il est important d'être informé bien avant la conception. C'est pour cela que j'ai été très heureuse de pouvoir travailler dans les lycées, les collèges et même dans les écoles primaires pour pouvoir donner aux jeunes cette connaissance profonde de leur origine ainsi que de la manière dont ils transmettront la vie. Mais même en école primaire, les enfants de 10 et 11 ans sont tout à fait avides de tout ce qui concerne la vie. Et ils en entendent peu parler. Ils avaient tous des questions à poser, des témoignages à porter. « Madame, c'est vrai ce que j'ai vu à la télé ? Madame, j'ai vu dans le magazine de ma maman, ma sœur, ma voisine, etc. » Ils avaient tous, avec beaucoup d'enthousiasme,